Bonjour à tous et à toutes, on est le mardi 27 février et on est en compagnie de Edwige et Pascal Antini pour les jardins de Radio Pisalène. Bonjour Edwige et bonjour Pascal. Merci Justine. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pascal. Bonjour Edwige, bonjour Justine, bonjour mesdames et messieurs auditeurs. Merci bien sûr d'être fidèles ici aujourd'hui à Radio Pisalène en ce mardi 27 février déjà. Eh oui. Déjà. Et oui, ça passe très très vite quand même. Moi, je ne sais pas comment tu. Ah bah trop vite. C'est bon signe. Quand on s'ennuie, c'est pas bien. Ouais. Il faut pas s'ennuyer. Oui, là c'est. Maintenant, c'est la grande ligne droite qui va démarrer au mois de mars là, mais pour l'instant. Nous sommes encore en plein hiver et voilà, les températures nous le rappellent. Alors il fait froid, mais c'est bon, Pascal. C'est bien. Comme je dis, ça tue les moustiques et puis d'autres insectes aussi. Et puis, de toute façon, ça a au moins un avantage, ça va bloquer un peu les végétaux qui avaient démarré. Oui. Je pense pas qu'il y aura trop de dégâts, parce que autant le dernier en avril, on a eu des dégâts parce que les plantes étaient, des fruits étaient formés et tout ça. C'était très tard dans la saison. On a eu 3 nuits à -6. Dans la région de Carlepont, Chauny, Noyon. Moi, ce matin, j'ai enregistré -12 degrés en ressenti. Ah oui, quand même, -12. Oui, en ressenti. Oui. Bon, ça fait -8 à l'abri. C'est très bien, mais je ne sais pas. Là, j'écoutais la radio en venant, l'alerte météo, et donc on me disait, mais c'est exceptionnel. Bah non. Non. Bah oui. Non. Quand tu retournes en arrière, non, c'est pas exceptionnel. Ça aurait été exceptionnel si on aurait été au mois de juillet. Oui, effectivement. Mais là, non. Non, c'est température, justement, et au contraire, c'est bon. C'est bon. Oui, tout à fait. Oui, c'est le cycle des saisons, c'est les cycles naturels, et puis voilà, tant mieux, c'est bien. Et puis au moins, ça nous rappelle, parce que il y a 10 jours, dans les jardineries, je suis allé voir les plantes de pommes de terre. On était prêts à. J'aime bien les voir, pas les acheter, les voir. Parce que c'est beaucoup trop tôt. Bon, peu importe. Et puis, on voyait déjà des plants de salade, de choux, de tomates. Oui, c'est vrai, ça. C'est beaucoup trop tôt. Bah oui. Mais ça nous donne envie quand on voit le soleil, quand on voit des températures qu'on a eues, et puis là, pouf! Oui, et c'est bien. Bon, apparemment, ça va. Bon, j'ai eu Benjamin, mais Benjamin est très occupé. On ne pourra pas l'avoir aujourd'hui au téléphone. Je ne pense pas dire que Benjamin est en train de monter tout un système pour faire des semis, puisqu'il était entré dans le groupe maintenant des mousquetaires. Oui. Et donc, il profite de ses vacances avec son père pour monter un châssis chauffant. Et donc, c'est quand même toute une structure. C'est du travail, d'une part. Et puis, il a un événement familial qui fait que, voilà, il ne pourra pas être avec nous aujourd'hui, certainement. Mais il m'a dit, tu peux rassurer, d'ici la fin de la semaine, le printemps va arriver, va très vite en plus. C'est vrai que les écarts vont, même la météo nationale est d'accord, lui il travaille surtout au niveau local, on va dire régional. Tu dis à la fin de la semaine, c'est-à-dire? Apparemment, samedi, dimanche, déjà, il va faire beaucoup, très doux. Entre, on va dire, du -8, on va passer peut-être à +10 et plus. C'est dingue. Oui, voilà. Là, c'est vrai que plein de choses à faire quand même s'il fait froid. Alors là, on peut commencer dans les jours qui viennent les semis à l'intérieur chauffé, parce que sous une serre, qu'elle soit vert ou un tunnel, il fait quand même froid. Sous une serre. Il faut aussi froid que dehors. Oui, donc oui. Donc si vous avez 5 degrés dehors, il y a 5. S'il y a du soleil, effectivement, ça monte en température. Oui. Mais en pleine nuit, les températures sont exactement les mêmes qu'à l'extérieur. Sauf s'il y a un vent très très fort. Mais donc là, on va pas dire qu'on fait rien parce qu'il y a toujours du travail à faire. On prépare quand même. On prépare un petit peu. On prépare le matériel déjà. Alors, je sais que pour les gens qui sont dans les temps, leur matériel est déjà désinfecté, tout est prêt. Moi, je fais ça en allant toujours. Oui, moi aussi, je suis un petit peu comme toi, je m'organise. Je nettoie au fur et à mesure et je désinfecte lorsque j'ai besoin. Or, désinfecter, ça dépend ce que c'est. Hein. Par exemple, la bêche, je ne la désinfecte pas. Certains le font. J'ai une bêche avec le fer en inox. Je vois pas tellement comment les maladies peuvent se mettre dedans. Sinon, la désinfecter avec quoi ? L'idéal, moi, c'est, je ne fais pas que des produits chimiques, c'est de l'eau bouillante. D'accord. Voilà, de l'eau bouillante. C'est ce qu'il y a de plus naturel. Voilà. Bon, après, certaines personnes passent leur matériel avec de la bouillie bordelaise. Je suis assez sceptique. Je ne vois pas ce que ça peut faire, parce que c'est un antifongique, mais c'est pas un antimicrobien pour certains microbes. Dû à l'être humain, c'est lorsqu'on touche, on pollue avec nos maladies. De toute façon, c'est normal, c'est logique. Oui. Ou alors on met des gants. Non? Oui, on peut des gants aussi. Mais par exemple, ce qu'on peut faire aussi, c'est si on en parlait justement juste avant l'émission, si on réutilise les godets pour les semis ou les plaques,
Bon, ce que je fais, moi, je les mets j'ai un bac, je mets de l'eau de javel et de l'eau, je laisse tremper une nuit dedans, je les rince à l'eau claire le lendemain, c'est séché, c'est désinfecté, c'est bon. Hein. D'accord. Voilà, l'eau de javel, c'est un très bon désinfectant, il n'y a pas de problème. Mais il faut rincer quand même. Parce qu'après, l'eau de javel peut brûler quand même les jeunes plantes. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que la préparation, c'est indispensable. Surtout, là, on peut pas travailler la terre. Hein. Préparer un petit peu la préparation aussi. Hein. C'est ce qu'il faut que l'on fasse. Alors, si on a une cave, un sous-sol, un endroit quand même bien abrité, on peut le faire parce que comme ça, dehors, ou alors, on sait pas non plus. Il faut avoir quand même un endroit que l'on puisse travailler. Ah oui, il vaut mieux. Le jardinier, c'est pas le bagne. Oui, voilà, exactement. Faut qu'il se fasse plaisir. Hein. Hier, pour me réchauffer, j'ai rentré du bois. Donc voilà, oui. J'ai bougé 10 terres de bois, ça réchauffe, c'est bien. Ou alors, il attend 8 jours. Ou on attend un peu. Non, mais bon, il y a quand même plein de choses à faire. Oui. On peut préparer les étiquettes, on peut préparer le matériel, les listes de semis, généralement, les gens maintenant, beaucoup ont déjà commandé ou acheté. Bon, il y a ceux qui achètent aussi au fur et à mesure, selon les besoins. Bon, pourquoi pas. Mais le jardinier, généralement, est très impatient. Il attend le moindre rayon de soleil. Quelque part, c'est une erreur, parce qu'on veut toujours partir très tôt et non. Ouais, il faut. Oui, déjà l'année dernière, tu l'avais dit. Hein, il faut quand même avoir la patience, l'attente, et puis quand c'est le moment, c'est le moment. Oui, hein. oui. Bon, alors maintenant, si on peut semer. Alors, les plantes qui ont une levée très laborieuse ou longue, du moins, genre les aubergines, par exemple, les aubergines, les poivrons, les piments, et qui ont un démarrage très lent. Bon, oui. Certains ont déjà semé en novembre. Moi, je connais des gens qui ont déjà des piments qui sont pratiquement en fleurs, hein, qui ont novembre, décembre, c'est semé. Bon, j'en ai semé il y a 15 jours, 3 semaines, là. Bon, c'est pour faire beau. Pour le plaisir. Voilà. Ah oui. Pour avoir des belles fleurs à offrir à madame. Non, tiens. Puis des beaux fruits, parce que les piments, c'est très très beau. Oui, c'est vrai. C'est magnifique. Il y en a tellement de sortes de couleurs et de formes. C'est très beau. Bon, peu importe. Hein. Bon, j'en utilise très peu, en fait, pour la cuisine. J'utilise uniquement celui d'Espelette. Oui. Donc, oui, voilà, c'est vrai. Voilà. Mais, donc, tout ce qui est long, effectivement, on peut commencer. Mais au chaud, j'aime bien, au chaud, systématiquement. Oui. Alors, donc, il y a deux solutions. Ou on a un châssis chauffant qui est dans une serre ou un tunnel, ou on le fait sur le bord de la fenêtre. Ou à la maison, sur la table de la salle à manger. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. J'ai fait. Bien. Moi, c'est ce que je ferais. Hein. Oui. Non, là, si pour gagner un peu de temps, j'ai 2 mini-serres avec des salades, hein, donc il y a une quarantaine de pieds de salade, donc j'en ai la moitié pour moi, puis pour des petits voisins à côté. Bon, ça, oui, effectivement, on peut gagner, on va dire 1 mois, comme ça, en le faisant sur le bord de la fenêtre. Donc, alors, toi, tu as une serre chauffante. Non, sur le bord de la fenêtre, non. Sur le bord de la fenêtre. Oui, ah oui, d'accord. Oui. C'est des mini-serres de la 40 alvéoles, je crois, en polystyrène. Hein. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est bien. Ah oui, tiens. Ouais, ça permet de faire des petites séries. Hein. Si on veut faire des grandes séries, après, il faut des plaques beaucoup plus grandes et professionnelles. Oui. Mais bon, pour faire un jardin de famille, c'est suffisant. Hein. Mais sur le rebord de la fenêtre, en ce moment, ça gêne pas? À l'intérieur. À l'intérieur de chez... Oui, à l'intérieur de chez moi. Ah, d'accord, oui. Parce qu'il y en a peu. Là, le châssis chauffant n'est pas encore en service. D'accord. Donc, je vais faire des essais là, dans les jours qui viennent pour voir. Bon, normalement, il fonctionne, il n'y a pas de problème. Hein. Mais non, je ne chauffe pas inutilement. Il faut qu'il y ait un ratio, ce que ça peut apporter, ce que ça coûte. Si je chauffe un châssis qui va être de l'ordre de 5 ou 6 euros de chauffage par jour pour 20 salades... Ah, ça revient cher la salade, mais bon, c'est une bonne salade quand même. Hein. Il n'y a pas tellement d'intérêt. Justine, elle me dit, oui, c'est vrai, mais bon. Bon, surtout qu'on a de la mâche, on a encore des endives, tout ça, donc le reste, ça va attendre, quoi, c'est tout. D'accord. Et voilà, donc j'ai semé, des aubergines aussi. Alors, dans les semis, on en reparlera tout à l'heure, il y a plusieurs façons de semer, et on peut gagner du temps, notamment je pense qu'on a tous fait ça à l'école quand on était petit, même Justine, mettre des graines d'haricots dans du coton hydrophile, imbibé d'eau. Voilà, donc c'est une méthode. Quand j'étais petit, j'ignorais complètement que ça avait un nom. Ça s'appelle la méthode Scotex. En fait, on connaît tous ça, et c'est un monsieur qui s'attribue le nom. Donc le nom est déposé, pourquoi pas. Il n'est pas français d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps. Donc on en reparlera pour ces semis-là, sur le bien. Hein. D'accord. Mais quand même, d'octobre maintenant, on a eu. C'est la saison, on va dire, plus ou moins relâche, hein, parce que on travaille beaucoup en jardin. Là, maintenant, mars, c'est vraiment le coup de départ de tout. Hein, là. On va semer les choux, on va semer donc les aubergines, les tomates, les salades, les fleurs aussi, pour le jardin. Oui, c'est vrai. Et puis là, on va pouvoir, d'ici bientôt... J'avais commencé à tailler un rosier
grimpant qui était devenu très envahissant. J'ai arrêté, vu le froid. Mais au mois de mars, on taille les rosiers aussi, certains arbustes. D'accord. Tu vas nous rappeler quand même ton site internet. Donc c'est cultiveterrue.fr sur internet. Par contre, on n'aurait que des tomates. Il y aura, voilà, si vous voulez autre chose, non, c'est que des tomates. Non, on a beaucoup de demandes pour d'autres semences et nous refusons catégoriquement. D'accord. Parce que nous faisons ce que nous savons faire, donc nous restons dans ce qu'on sait faire. Nous préférons faire le mieux possible ou le moins mal possible ce que nous savons faire, plutôt que de nous disperser et de ne pas bien faire en fait. Donc là, c'est cultivetarue.fr, d'accord, tout simplement. Donc, si vous voulez, passer commande. Hein. Oui, ou même visiter, il y a des articles de comment semer, comment protéger des maladies. Oui, parce que vous répondez justement à toutes ces questions. Hein. On répond à toutes les questions et on est noté 5 étoiles pour l'instant, parce qu'on répond en gros dans les 10 minutes. Ah, et donc ça c'est chouette. Hein. Ah bah oui, Justine, t'y as été ? Oui, j'ai été voir. Ah, la curieuse, fait, ouais. C'est vrai. Ouais. Ah ben, on va le faire. Hein. On va suivre votre idée, c'est vrai. Alors, justement, Pascal, on était en train de parler des semences. Oui, des semis. Des semences. Alors, donc, il y a plusieurs façons de procéder. Hein. En pleine terre, on va attendre un petit peu. Oui, oui. C'est même plus conseillé, là. Voilà. On va attendre un petit peu pour semer en pleine terre. Sinon, il faut y aller avec le marteau. Voilà. Et puis, ça risque. Je crois qu'il y a des plantes, des semences qui ont besoin d'être réfrigérées, ou genre le panais. Que l'on met au congélateur pour le réveiller, pour le faire sortir de sa dormance. Ben là, effectivement, si on met les semences dehors, elles vont, dès qu'il va faire 10 degrés, vu la température extérieure, ça fera 20 degrés d'écart, pour elles, ce sera le printemps. Voilà. Donc, la pleine terre, on a le temps. Il y a entérine, hein, ça c'est, beaucoup de jardiniers font ça, ils utilisent souvent d'ailleurs des caisses en polystyrène de poissonniers. Oui, c'est vrai que c'est pratique, ça. C'est pratique à plusieurs titres. D'une part, c'est un recyclage. Donc c'est bien, ça donne une deuxième vie à l'outil, parce que le polystyrène, on peut pas faire grand chose, hein. Il part à la poubelle directement, généralement. C'est un bon isolant. Il n'est pas recyclé, donc là, le jardinier, en récupérant ce genre de matériel, vous allez sur un marché, celui de Noignon ou de Chauny, le vendredi, le samedi, où on en récupère très facilement. Le poissonnier se fera un plaisir de vous les donner, en plus. Lui, il doit les faire détruire, donc voilà. Ah oui. Donc ça marche très bien. Alors, en plus, ça marche bien, puisque le polystyrène isole. Voilà, oui. Donc déjà ça chauffe un peu. Et puis généralement les caisses sont assez profondes. Les caisses à poisson, les caisses à ce qu'on appelle la crevette. Donc qui font 10-12 cm de profondeur. Oui. Bon là on peut semer quand même certaines choses. Si on veut semer des choses qui ont une racine plus importante, vous avez les caisses sur style caisses à saumon qui font tout de suite 25-30 cm de profondeur. D'accord. Et 80 cm de long. Là déjà on peut semer déjà. Il n'y a pas besoin de percer la caisse en polystyrène? Alors maintenant, la norme européenne fait que ces caisses ont au moins 4 trous dans les angles pour que l'eau de fonte de la glace coule. Voilà, donc ce qui fait que c'est automatiquement... C'est fait. Voilà, c'est fait. Hein, ça marche très bien. Donc ça, c'est très bien. Ça recycle, donc ça donne une seconde vie. Et puis, moi, je connais un biojardinier qui utilise que ça pour ses semis. Oui, il en a depuis un petit bout de temps. Seule chose, il ne faut pas laisser traîner, parce que les poules sont très friandes du polystyrène. Elles viennent picorer dedans, généralement. Ah oui? Oui, tout à fait. Il n'y a rien à manger. Enfin, elles mangent des billes de polystyrène. Pourquoi, on ne sait pas. Elles peuvent pas tout faire. Visiblement, je les ai vues faire. Effectivement, elles adorent picorer dans le polystyrène. Ah oui. Et les chats adorent faire leur griffe dessus. Aussi. Ah oui, aussi. Donc, bon. Moi, ça sert, hein. Voilà. Donc, là, c'est la terrine. Après, il y a bien sûr en plaques, hein. Donc, ce sont des plaques avec des petites alvéoles qui font entre 2 cm et les plus grandes font 4 cm et demi. Alors, ce sont des plaques, j'en connais qui font de 20 alvéoles, ça va jusqu'à 240 alvéoles. Donc c'est comme des grandes plaques déjà, 240 alvéoles, c'est des grandes plaques. Ah oui, ça fait quand même pas mal. Oui. C'est professionnel, hein, c'est pour. Oui. Mais effectivement, c'est très utile, ça marche très bien en plus. Et après, il y a le semis en godet directement. Moi, je le pratique pas, hormis les grosses graines, on va dire par exemple des courgettes. Oui. Vous pouvez les semer directement. Là, c'est des grands godets. Il faut déjà des godets de 12 cm de diamètre. Mais on peut les semer directement. Alors, j'ai un cultiveterue, donc Philippe. Hein. Je ne sais pas s'il écoute, Philippe. Il est ingénieur, mais peut-être en travaillant. Bonjour Philippe, s'il nous écoute. Hein. Bonjour Philippe. Tu peux nous appeler, hein, Philippe. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, Philippe, il sème notamment les tomates et autres en godet. Alors, il a une technique. Il ne remplit pas complètement le godet. Il laisse au moins 2-3 cm en haut, vide. Il sème. Et lorsque c'est levé, il remplit
Jusqu'en haut. Quand ça commence à lever. Quand c'est levé, ce qui fait qu'effectivement, notamment la tomate ayant la particularité de faire des racines tout le long de la tige lorsqu'elle touche la terre, il rempote pas. Donc il gagne du temps, effectivement, c'est vrai. C'est une autre technique. Donc ça, c'est les techniques de semis, ça c'est entérine. Alors surtout utiliser un bon terreau. Alors ça, je le dis, des nombreuses questions que nous avons justement, c'est j'ai fait des semis, ils ne sont pas beaux. Mais il faut bien savoir que lorsque on achète un terreau à bas prix, il n'y a pas de secret, c'est un terreau de mauvaise qualité. Qu'est-ce que tu appelles un bon terreau ? Alors déjà, moi je le prends en coopérative agricole. Hein. C'est un terreau professionnel bio. D'accord. C'est une marque allemande, je ne dirais pas laquelle. Est-ce que tu en as plusieurs de terreaux ? Moi je prends du terreau. Pour le semis, il y a le terreau de semis donc, qui est très très fin. Oui. Qui est très drainant. C'est surtout fait pour éviter ce qu'on appelle la pourriture grise. Ou du collet, c'est-à-dire que les plantules, lorsqu'elles lèvent, si on arrose et que c'est trop humide, elles pourrissent au niveau du contact au sol et donc les semis coulent, ce qu'on appelle. Ah, oui. Donc le terreau de semis est très léger généralement, il n'est pas riche, mais il nourrit très très peu la plante. Il est fait pour faire lever. Après, il faut rempoter. Et il y a le terreau de rempotage, qui est plus riche, hein, donc la composition est différente. Alors quand tu rempotes, c'est-à-dire que Quand je tourne la semée en terrine, par exemple, le système c'est de prendre une petite pince, enlever une petite plantule, quand elles ont... C'est minutieux tout ça. 3 semaines, et les mettre dans un godet. Un peu plus grand. Grand. Pour une ordre d'idée, la tomate, on la sème, 3 semaines après, donc elle a 2 feuilles, hein, donc les 2 cotylédons ont plus de feuilles, qui commence à venir. Au bout de 3 semaines, elle fait 3-4 cm, pas plus. Hein. Oui. On les rempote déjà. D'accord. Ces petites plantes qui paraissent très très fragiles, mais je vous dis, on le fait à la pince épilée, hein, pour aller vite quand on a le geste habitué. Oui, c'est vrai. Ça permet déjà de faire le trou, puis de mettre la petite racine dedans. Oui, c'est vrai. Et la plante reprend beaucoup plus facilement que si elle est grande. D'une part, elle a moins de surface de feuilles, donc moins d'évaporation d'eau. Oui. La plante est une plante, je dirais pas que c'est intelligent, mais elle a développé un système de défense, hein, de toute façon, qui est très simple. Hein, mais c'est du boulot quand même de faire ça, comme tu dis, à la pince à épiler. Oui, mais un jardinier, on va dire un jardinier qui fait un jardin de famille, on va dire une famille type, 4 familles, donc 2 enfants, on va dire, 2 enfants et puis un couple. Bon, si c'est un couple plus âgé, il y a le couple et 2 enfants qui viennent à la maison faire les provisions. Et parfois les petits-enfants, c'est un grand classique. Je ne sais pas, par exemple, en ce qui concerne, on va parler de poireaux, par exemple. Je connais une famille où il y a 5 personnes, ils consomment énormément de poireaux, ils en font 1200 par an. 1200, oui, ça fait beaucoup. Mais je veux dire, dans une famille qui mange du poireau modérément, ou normalement, c'est 300-400 plants. D'accord. Donc, c'est facile. Oui. Ah, moi, je les fais carrément en plaques, c'est-à-dire que je prends des plaques de 104 alvéoles, j'en sème 2 plaques, ça fait 204 plants, et je remets les mottes directement au sol après, en terre. Voilà. Bon, ça c'est facile, mais bon, si on regarde l'équation temps passé, qualité du plant produit et le coût d'achat d'un plant qui a été boosté aux engrais et autres, on est largement gagnant. Oui. Et qui plus est l'activité de jardinage, c'est bien connu. Les jardiniers vivent très vieux, il paraît. C'est ce que j'allais dire. Puis bon, c'est bien comme c'est nous qui c'est notre plantation, c'est nous, on est fiers quand même de ce qu'on fait. Ah oui. Puis pour donner on va parler d'ordre d'idée. Actuellement, on voit des barquettes de plants de salade. Je crois que j'ai vu ça cette semaine. Les 12 plants, en gros, ça fait le plant qui est à 20-25 centimes. Ah, quand même, hein. Alors. Les 4, donc ça fait 1 euro. Hein. Non, donc 25 centimes, voilà, on est bien d'accord. Donc, en semant soi-même, en gros, on arrive à un plant qui vous coûte moins de 2 centimes. En faisant soi-même. D'accord. Donc déjà, on est 10 fois moins. Et puis il y a une qualité, puis il y a le plaisir. Puis ça fait une activité, de toute façon. C'est ça, c'est le plaisir de faire les choses soi-même. C'est ça, parce que sinon... Et on est sûr de la qualité, parce que au niveau traçabilité, si vous utilisez... Moi, je prends un terreau bio professionnel. Bon, la coopérative agricole, c'est celle de Calwell, parce que c'est la plus proche de chez moi. Mais dans toutes les coopératives, ils ont des produits professionnels. Donc bio ou pas bio, moi je prends bio. Hein, mais bon. En plus, il y a intérêt à prendre bio, parce que je pense que la différence de tarif devient de plus en plus équilibré. Voilà. Équilibré, oui, c'est vrai ça. À ce niveau-là, du moins. Oui. Et je prends des produits du terreau coopératif depuis 1985, donc ça fait quand même 33e année. J'ai eu un incident une fois avec un sac qui était moins bon que les autres. D'accord. Je passe par an 20 sacs de terreau de semis. Donc c'est très peu, la marge est ça arrive. Oui. Voilà, et en plus, lorsque j'ai dit à la coopérative là, il y a eu un incident avec le sac, on l'a rendu 2.
En plus. Ah bah oui. Bon, Voilà. Voilà. Non, bon commerçant. Non, mais ça leur a permis surtout d'identifier le numéro du lot et de dire au producteur, attention, dans ce lot-là, il y a un problème. Oui. Donc, D'accord. ou de le retirer. C'est vrai, oui. Voilà, Oui. voilà c'est intelligent. C'est plutôt que de faire l'autruche, ce sera intelligent. Ouais. Mais donc, produire ces plans, c'est vrai qu'on a une traçabilité. Ouais. Il y a le plaisir, on peut le faire en famille. Vous savez, un samedi ou un dimanche, entre des parents et des enfants, pour semer, par exemple, des mini-serres que l'on trouve facilement dans le commerce de 40 alvéoles, pour semer 40 graines de salade. Bon, bah, il y a un enfant qui peut mettre le terreau dans les alvéoles, l'autre va compter 40 graines, l'autre va aller... c'est vrai. Voilà, c'est un jeu. C'est mathématique, c'est un jeu, c'est plaisant, c'est un jeu. Ah oui. Et d'ailleurs, il y a une dame hier qui a posé plein de questions sur le site, qui était une dame qui est institutrice de Flaville-Martel, Ludivine, je la salue, parce que elle a posé des questions très pertinentes. Elle jardine avec ses enfants, et elle jardine avec ses élèves. Voilà, oui, ça donc, c'est bien ça. Bah oui, on est en plein dedans. Toi et moi, c'est ce que nous aimons, c'est ce que nous défendons. Et donc, à l'école, bien sûr, on peut en faire une sorte de science, mais en famille, les enfants vont laisser merveille de voir la graine qui sort, d'avoir grandir. Quel plaisir. Oui, voilà. Et donc, il y a de la qualité. En coût, on est largement gagnant, et puis c'est une activité qui est très intelligente. C'est bien de combiner tout ça en même temps, hein, je trouve là. Ah oui, puis voilà, notamment, surtout, ça permet sur les enfants qui vont jardiner avec les parents, c'est bien, mais lorsqu'ils jardinent avec un grand-parent, c'est encore mieux, parce que les grands-parents... Ah oui, allez, nos grands-pères, nos grands-mères. Voilà, va être très fier de... Bon, moi, je n'ai pas encore de petits-enfants. Ça va venir, ça va venir. Oui. Ça viendra un jour ou l'autre. Ça va venir. Certainement, oui. Ça, c'est vrai que c'est bien. Mais je connais des grands-pères, des grands-mères qui jardinent, ils sont très fiers de donner leur savoir. Oui. Et puis en plus, c'est une richesse de... Et puis c'est naturel, hein, comme tu dis, d'emmener ses enfants, ses petits-enfants dans le jardin. Moi, je sais que j'ai connu ça avec papa. Bon, c'est naturel. Hein, c'est voilà, on fait le jardin. T'as un petit bout de coin de terrain, là, c'est pour toi. Tu fais ce que tu veux. Là, je vois pas. Bon, les enfants sont en vacances scolaires depuis vendredi, mais mes deux filles, une ado et l'autre qui est un peu moins ado, il fait froid. Depuis samedi, elles sont dehors tous les après-midi, bien couvertes. Hein, donc elles ont leur maison, une cabane et tout. Elles sont en train de tout nettoyer, tout arranger déjà devant. Je dis, mais c'est très en avance. Hein. Mais voilà, mais elles aiment bien. Ça les voilà, c'est ça. D'une part, c'est une activité de plein air, et puis on regarde la nature. Parce que bon, j'ai rien contre, bien sûr. Je peux comprendre qu'on a acheté des plants, c'est rapide. Oui, très bien, pourquoi pas. C'est faisable. Il faut bien qu'en plus les producteurs de plants vivent. Mais le faire soi-même, c'est quand même autre chose. C'est 10 fois mieux. C'est le plaisir. Et puis lorsque ça est dans l'assiette, on peut dire c'est moi. C'est ta salade. Voilà, oui. Moi, je sais. Tu étais venu à Chauny, au jardin de la résidence. Donc, notamment, il y avait une classe, une classe où les enfants, ça s'est arrêté pour X raisons indépendantes de volonté. Hein. Les enfants ont été répartis dans plusieurs classes, donc ça devient impossible à gérer. Mais lorsqu'ils repartaient avec des salades, avec des pommes de terre, un chou ou des tomates, ils le disaient tous ce soir, je vais dire à maman, papa, c'est moi. Et puis surtout, ça donne une valeur. Bien sûr. Ça apporte une valeur. Ça calme les enfants, de jardiner. Oui. D'ailleurs, comme les adultes. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est un plaisir. D'ailleurs, quand je suis un peu tendu, mon épouse m'écoute, va faire un tour dehors. Moi, je suis comme ça aussi. On y va au jardin. Oui, va faire un tour dans le jardin. Oui, non, mais c'est vrai, hein, ça calme. Ça calme, et puis... on est au plus proche de la nature. Bon, hier, je rentrais le bois, mais donc, comme il fait froid, je nourris les oiseaux en ce moment. Je regardais, c'est marrant, il y avait notamment les mésanges qui défendaient leurs graines par rapport aux merles. Il y avait le chat qui regardait tout ça. C'est amusant de voir faire la nature. Quand on a le plaisir d'avoir, c'est vrai, du terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent dehors. On n'a pas besoin d'un grand terrain. Pour les personnes qui... Dans cette année, dans la Cultive ta rue, on va... puisque l'exposition on les fait aussi bien dans les petits villages comme les bourgs comme Coucy-Château, où vous étiez avec nous au mois d'octobre, ou Rancourt-Saint-Martin, mais on fait aussi bien à Bruxelles ou à Paris, donc c'est quand même une grande ville. Et on s'est rendu compte qu'il y a une demande de personnes qui veulent allier ce plaisir de jardiner, ou de retrouver ce qu'ils ont connu avec leurs grands-parents, peu importe. Et donc, la plupart des gens qui viennent, notamment à Saint-Jean-de-Bourgard, en région parisienne, on a eu beaucoup de questions. Mais vos tomates, c'est bien, mais on ne peut pas les cultiver sur une terrasse. Et donc, cette année, on a mis sur le site des tas de tomates qu'on appelle les tomates déterminées.
Ce sont des plants qui viennent entre 40 cm de hauteur et 80 cm, qu'on ne taille pas et qu'on peut cultiver dans un pot. Donc, pour un pot de 20 litres. Bon, un pot de 20 litres, c'est quand même pas grand-chose, ou plus grand, mais... Et donc, cette année, on va en cultiver en pot, qu'on va emporter sur l'exposition pour montrer aux gens ce que ça donne. La réalité, vraiment, dire voilà, si vous le faites, ça donnera ça. Et ils vont pouvoir voir qu'on peut cultiver ces tomates sur un balcon, sur une terrasse. Bien sûr, voilà. oui. Et puis le plaisir, il y a encore mieux, ce qu'on appelle les tomates, les micro-plants, donc ce sont des tomates qui font moins de 40 cm, que vous prenez en pot. Tomate cerise, vous mettez sur la table de salon à l'extérieur, vous piquerez dedans, c'est génial. Ah, ça c'est bien, oui. Je sais pas si tu te rappelles, Pascal, l'année dernière à Puisalène, tu nous avais apporté des plants de tomates. Eh bien, écoute, elles étaient dehors et pratiquement tous les animateurs se faisaient un plaisir de cueillir une petite tomate. Oui, allez-y, c'est pour vous. Hein. Ouais, mais là, cette année, on va faire des plants qui sont adaptés à la culture en pot. D'accord. J'en avais fait l'an dernier une quarantaine de variétés au jardin, donc en pot. Elles ont un système racinaire qui est beaucoup moins développé que les autres, parce qu'elles sont moins grandes. Hein. Oui. Donc on voit bien, donc dans chaque personne, il y a un jardinier. De toute façon, ça c'est. On est tous paysans d'origine, qu'on veuille ou non, de toute façon, à l'origine. Hein. D'ailleurs, récemment, j'écoutais un incident. J'étais dans un train. Et deux personnes se disputaient, les Parisiens, l'autre dit, je suis peut-être parisien, mais avant d'être parisien, j'étais provincial, donc je suis comme toi. Je connais, je connais le jardin, et il a conclu en disant, de toute façon, un parisien, c'est un mec qui est monté à Paris, mais qui vient de province. Voilà, c'était vrai. Ouais. Et donc, cette personne qui travaille à Paris, j'ai travaillé pendant pendant 30 ans, donc je connais un peu le principe, veut retrouver effectivement le week-end, peut-être le jardinier autre, ou sur son balcon, ou à sa maison de campagne. Et il n'y a pas besoin donc d'avoir sur une terrasse ou un balcon, on peut faire en pot. Mais même souvent dans les banlieues, les jardins ne sont pas très grands. Oui. Bon, mais il y a les jardins, ce qu'on appelle jardins en carré. Ce sont des carrés qui font généralement 1m20, 1m30 en bois. On met du terreau dedans. Et on peut cultiver, que ce soit des salades, des choux. Bon, effectivement, on en met beaucoup moins. Par contre, l'avantage, on peut semer beaucoup plus serré. Parce que c'est en hauteur, et puis la rotation est beaucoup plus rapide, d'une part. Il y a tout un système à savoir, à faire, mais bon, c'est vrai que ce que tu dis maintenant, c'est un petit peu on va dire la culture en hauteur, 1 mètre sur 1 mètre ou 1m50 sur 1m50, et c'est vrai que tu peux avoir de la tomate, de la salade. Oui. Alors, j'ai vu à Bruxelles, dans une ferme qui fait travailler des gens handicapés. Alors, je trouve que ce qu'ils font, c'est génial, c'est super. Et notamment, ils font ce qu'ils appellent une pyramide à salade. Donc, on met ou des salades ou des fraisiers. Donc, c'est un carré, par exemple, qui va faire 1 mètre sur 1 mètre. Au-dessus, on a un étage qui laisse 20 cm et ça fait des gradins. Et on peut planter tout le tour. Et ce qui fait qu'en fait, sur une surface d'1 mètre carré, on plante l'équivalent de plus de 2 mètres carrés. Voilà, c'est super, c'est génial. Et c'est vrai. Oui, je l'ai vu aussi, ça. Et en plus, c'est magnifique, c'est beau, c'est pratique, et puis, effectivement, lorsqu'on a un petit jardin, ou même, parfois, dans certains endroits, c'est la terre qui a été rapportée, qui a un culte, on peut pas la cultiver. En procédant à ce genre de carré, on achète du terreau, ou on fait venir de la terre de quelque part, on peut le faire. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu d'imagination, même si on n'a pas beaucoup à cultiver, il faut aimer, on aime la patience, aimer, et puis comme tu dis, tout le monde a un petit grain pour gratouiller la terre et tout. Même si tu n'aimes pas, tu regardes, tu es assez curieux pour dire tiens, moi aussi je le ferais bien ça. Oui. Mais surtout il faut regarder les enfants, ce sont eux qui... Bon, moi je suis né, j'ai toujours été là-dedans, c'est différent, mais lorsqu'on regarde des enfants à l'école, notamment ceux de Jersey qui étaient venus à l'émission ici, quand on les voit, ils grattent la terre. Ils font des... C'est un vrai plaisir. Hein. Oui, et puis c'est le fait de l'éducation sensorielle se fait par le toucher, par l'odorat, par la vue, mais le toucher, c'est très important. Bien sûr. Et toucher la terre, toucher des plantes, c'est... Ou toucher un toucher un chou qui est bien frais, ça a une odeur de chou. Ou toucher un plant de tomate, c'est pas explicable d'ailleurs. Oui, tout à fait. il faut le vivre. Donc voilà pour les semis. J'ai un petit dicton, assez sympa. C'est le mercredi 28 février, où demain nous fêterons les saints romains. Soleil, le dernier jour de février, met des fleurs au pommier. Ou met des fleurs au pommier. Ce sera le cas, normalement, devant du soleil demain encore. Oui, je pense. Tu viens encore. Encore, oui. Et après, ça va se gâter, pareil. Benjamin nous dit que ça va se gâter après, oui. Au niveau soleil. D'accord. Voilà, effectivement. Il n'y aura plus de soleil, donc profitez-en, mettez-vous sur votre terrasse. Et donc, soleil demain, après jeudi, il risque de neiger.
Quel changement d'un seul coup, pouf. Ah ben oui, Justine, elle est en train de me dire, chouette, je vais pas venir travailler. Mais si, on Tiens, pour vous, en ski, avec des skis. Non, je viendrai quand même. Ah, c'est quoi, c'est 5 cm? Ah, et quand même, si ça tient, oui. Hein. Bah, sur un sol gelé, oui, si il neige, oui. ça va tenir. Ah, oui, Mais c'est bien, vrai. sachant que la neige protège du froid, donc c'est une bonne couverture. Non, mais c'est bien pour nous, ça. Bah oui. Mais lorsqu'on a eu l'épisode de neige il y a quelques semaines, 2 semaines. Il y a comme peut-être 3 semaines. 3 semaines maintenant. Oui, 3 semaines, oui. J'ai rentré de la neige dans mes tunnels que j'ai étendu sur des planches, parce que la neige renferme beaucoup de minéraux. D'ailleurs, les anciens disaient que neige vaut fumier. Ah oui, d'accord. Voilà, oui, ça, c'est une chose que j'ai oublié de faire. Tiens. Bon. Là, comme m'a dit un copain, il m'a dit ça. Il m'a dit, tu vas chercher loin, là. Ouais, bon, quand j'ai déneigé les tunnels, parce qu'il y avait quand même 20 cm dessus, oui. Vu la surface, j'ai un grand tunnel qui fait quand même 180 mètres carrés. Ça faisait un certain poids, donc j'ai fait tomber sur des bords. Bon, j'ai pris ma brouette, puis j'ai tout rentré, que j'ai épandu sur les planches. Et donc, en fondant, ça arrose. Oui, de toute c'est façon, vrai. voilà. C'est pas mal. Oui, Oui, c'est vrai. Il faut y penser à ça aussi. Hein. Ça occupe. Oui, ça occupe. Mais c'est vrai, il faut y penser, parce que des fois, on dit, oui, la neige, elle est belle comme ça, mais bon, tiens. Donc, pour faire nos semis, que nous parlons de semis, donc, effectivement, il y a des semences qui ont une levée assez laborieuse, assez dure. Alors, justement, tu es en train de dire, donc, pas n'importe quel compost, mais aussi pas n'importe quel godet. C'est important aussi, le godet. Oui. Alors, je pense que nous regardions un document, là. Il y a des godets qui sont dits des godets en tourbe ou en papier qui sont recyclés. Donc, c'est de la tourbe, c'est tassé. C'est très bien parce qu'effectivement, on va dire, on ne jette pas. Ça a un inconvénient puisqu'on utilise de la tourbe, et la tourbe est extraite notamment dans certains pays de l'Est, la Yougoslavie et autres, et on est en train de détruire les tourbières. Ça, c'est rien pour ça. Je suis assez partagé, moi j'utilise pas, et ça a surtout un autre inconvénient. On dit, vous prenez votre godet avec la plante, vous mettez tout en terre, parce que la tourbe est censée se déliter dans le sol. Ah, c'est bien. C'est bien, bon. Ça c'est bien. Pourquoi pas? Puisque les racines passent à travers la paroi du godet qui est en tourbe. C'est bien, jusque-là. Le gros inconvénient, si vous oubliez d'arroser, la tourbe va sécher, et ça va être très très dur à humecter à nouveau, et les racines vont se casser. Ah oui. Voilà, donc j'ai testé pour voir. Donc c'est une expérience vécue. Je suis plus que partagé. Donc c'est pas conseillé. Moi je ne le ferai pas. Vous dites bon, parce que les tourbières, effectivement, il faut bien savoir que pour obtenir de la tourbe, c'est une sorte de mousse qui est c'est comme le charbon. Il faut pour qu'il se produise, on fait pas du charbon comme ça, en 50 ans. Hein. Oui. C'est une alchimie de la nature sur des milliers d'années. Les tourbes, c'est très très long. Ce sont des milieux très fragiles. Les tourbières sont des milieux très fragiles, qui sont très froids généralement, où il y a des microses orchidées. C'est un milieu très particulier. C'est quand même dommage de les épuiser. Voilà, Donc là, alors, Pascal, tu nous conseilles quoi, alors? Alors, je prends des godets, moi, en plastique recyclable, et donc de qualité, qui sont épais, donc qu'on utilise plusieurs années. On a parlé avant l'émission, j'ai des godets qui ont 4, 5, 6 ans. Et donc, comme ils ont une base assez épaisse, on peut le recycler, parce que les godets très très minces, les récupérateurs, ça ne s'intéresse pas, il n'y a pas assez de matière. C'est comme les pots de yaourt, en fait. On peut les recycler, les pots de yaourt, mais il n'y a pas assez de matière, ça coûte trop cher, en fait. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est ça. Donc, moi, j'utilise du matériel qui dure. Oui. Comme les plaques de semis, vous avez des plaques de semis. Je te parlais de mon aventure avec les écoles où j'en ai acheté, qu'il fallait des angles arrondis pour ne pas blesser les enfants. Pour moi, une plaque qui dure une saison, pas au niveau d'écologie, c'est plutôt grave parce qu'on la jette. Donc voilà, c'est pas réutilisable, c'est pas recyclable souvent. Et donc j'utilise des plaques qui durent plusieurs années, qui sont renforcées. J'en ai qui ont 6 ans et qui tiennent toujours. Voilà, et donc comme elles sont lourdes, il suffit de les laver. Vous savez, c'est comme les ficelles synthétiques utilisées pour les bottes de paille. Ah oui, c'est vrai. Ça ne se sait pas, mais ça se recycle. Et les coopératives agricoles récupèrent ces ficelles-là. Il suffit de leur emmener. Il faut qu'elles soient propres, bien sûr, et sans paille, sans déchets, mais ça se recycle en grosse quantité. Ah d'accord. Voilà. Bon, ils refont certainement encore des ficelles, des rouleaux de ficelles. Je ne sais pas, ou peut-être des laines tissu polaire avec, je ne sais pas. Mais ça se recycle. Oui. Donc actuellement, on recycle plein de choses. Donc il vaut mieux avoir. C'est bon à savoir ça. Il vaut mieux avoir un produit qui est lourd, qui a de la matière, donc qui sera plus solide de toute façon. Oui. Effectivement, pour une ordre d'idée, les plaques pas chères qui durent 1 an, en fait, coûtent 5 fois plus cher à l'usage. Oui. Voilà.
Le jardinier, généralement, est assez économe. Il fait attention à ces choses-là. Attention, oui, c'est tout. Et puis, c'est une sorte d'écologie, maintenant. Oui, là, il y a ça. Il y a l'écologie, savoir. Avant tout, moi, c'est ce que je vois maintenant. C'est plus ça, maintenant, la chose. Tout à fait. Donc, pour nos semis, donc, les plantes qui se lèvent mal, ou difficilement, ou qui sont plus ou moins longues à lever. Donc, il y a l'aubergine, qui est relativement longue, le piment, le poivron, le persil aussi. C'est vrai que c'est long, le persil. Le persil, c'est très long. Ouais. Donc, il y a une solution, donc celle qu'on utilisait dans nos écoles primaires quand tu es petit, l'expérience où on mettait le haricot dans du coton hydrophile, humidifié dans le pot de yaourt en verre, généralement, à l'époque. Oui. Parce que les pots de yaourt étaient en verre, à l'époque. Et donc, il y a une solution qu'on appelle la méthode Scotex. Vous prenez une barquette étanche, genre, quelle que soit la barquette en plastique qui a servi à tenir les aliments, peu importe. Oui. Vous mettez 2-3 feuilles de sopalin au fond. Du sopalin, oui. D'accord, oui, pour absorber, oui. Vous détrempez. Vous posez vos graines d'aubergine, on va dire, moi j'ai déjà fait tous les 4 cm environ dans tous les sens, même 2 cm. D'accord. Vous remettez dessus 2-3 feuilles de sopalin, vous détrempez complètement. Oui. Vous fermez. En 48 heures, à la chaleur, donc le germe va apparaître. D'accord. Et aussitôt, il faut prendre avec une pince épilée toujours. C'est plus parce que moi j'ai des doigts assez. Oui, c'est vrai, c'est pas facile. Avec une pince à épiler ou si vous avez les doigts fins, vous avez une bonne dextérité. Vous prenez vos semences qui ont juste le germe qui sort et là vous les remettez dans du terreau et vous allez gagner 15 jours, facilement 15 jours. 15 jours, ah oui, quand même largement. 15 jours. Oui. Ah oui. Oui. Parce qu'elles sont dans un milieu donc saturé d'eau, même sur le radiateur, elles vont avoir très chaud, ça va aller très vite. Ah oui. Et ça fonctionne très très bien. Alors surtout, faut pas oublier, c'est qu'au bout de 3 jours, dès que le germe sort, la racine va faire 2-3 cm très rapidement. Et on va la casser. Mais lorsque la graine est gonflée, qu'on voit juste le petit point blanc qui sort le germe, on met en terre et la plante va se débrouiller. D'accord. Et on gagne beaucoup de temps. D'accord, oui, c'est important. Et en plus, on a ça permet de voir quelles sont les graines qui germent pas, donc de ne pas se remettre les plantes qui fonctionnent pas, quoi. Oui, voilà. D'accord. Donc ça marche très bien, ça. Voilà. Et donc ça se fait, moi je l'ai fait pour les aubergines notamment et les poivrons. Ça marche très bien. Alors j'ai essayé pour les panais, j'ai trouvé que le résultat assez mitigé, voilà. Le panais, c'est un petit peu comme le radis. Le panais, c'est une racine comme la carotte. Ah oui. Donc j'ai trouvé le résultat assez mitigé. Alors est-ce que c'était le hasard ou pas? J'ai trouvé que les racines n'étaient pas très droites. Est-ce que c'était dû à ça ou pas? J'ai recommencé, j'en ai refait là, j'ai recommencé cette année pour voir. Oui. Est-ce que c'est dû à quelque chose? Parce que par exemple les plantes de carottes, si on peut en faire, dans des plaques, il y a des plaques spéciales d'ailleurs qui font 15 cm de profondeur, très très fines, parce que la carotte, si tout, fait une racine très longue. Très fine mais très longue. Oui. Si on la met dans un contenant qui fait 2 cm de long, c'est pas suffisant. Elle se développe pas. Voilà, elle se développe pas. Donc si on la replante, ça va pas. Ah, ça, c'est des choses à savoir, ça. Voilà. Oui. Donc il y a des plaques spéciales, carottes, semi-carottes, panais, trucs comme ça. Je suis quand même très curieux. Cette année, je vais recommencer à refaire le panais comme ça. On en reparlera le mois prochain. Voilà. Au fait, où c'est que ça en est, les panais, Oui, j'ai des expériences, parfois j'en ai fait des malheureuses. Oui, mais il faut faire des expériences justement pour pouvoir avancer. Tout à fait. Donc pour les semis, on peut commencer à semer dès mars. On va semer donc les tomates, les aubergines. Aubergines, ça pourrait être fait déjà. Oui. On va pouvoir semer des artichauts. On sème des artichauts. On peut les semer. Donc il faut acheter des graines sélectionnées parce que ce sont des professionnels, donc les fleurs sont protégées. C'est pour avoir des variétés pures, ce qu'on appelle. Alors l'artichaut, c'est aussi au mois de mars le moment de faire ce qu'on appelle le hutonnage. Votre plante est partie, il y a la plante mère qui a souffert tout l'hiver et on a des petites plantes qui repartent de chaque côté. Oui. Donc mars-avril, on prend un couteau à greffer ou donc très aiguisé ou un cutter. Moi j'ai un gros cutter. On coupe franchement les rejetons, les rejets qui partent sur le côté. Oui. Généralement, il faut garder quand même une ou deux petites racines sur le côté. On nettoie, on met dans un pot avec un terreau de rempotage avec un peu de sable pour alléger. On tasse bien, on arrose les 2-3 jours, pas plus. En une dizaine de semaines, la plante est repartie. Ah d'accord. Voilà. Ah, oui. On peut le faire en pleine terre, mais là c'est un peu froid en ce moment quand même. Mais on a jusqu'à fin avril pour le faire ça. Février, mars, avril, encore 2 mois. Moi, c'est mars-avril. On en reparlera. Et donc, des plants qui vont être faits mi-mars, par exemple, produiront déjà en fin d'année, en fin d'été.
Pas une pleine production, parce qu'ils sont encore jeunes, mais ça va produire. Et effectivement, l'avantage de l'artichaut, alors en faisant l'œilletonnage, on est sûr d'avoir le même produit que le plan mère, parce que c'est une plante qu'on divise, donc génétiquement, on a le même produit. Mais je sais pas si l'artichaut dans notre région... Moi, j'en fais. D'accord. Oui, si vous avez des plants d'artichaut, tiens, vous pouvez nous appeler. Il y en a un qui est très réputé, l'artichaut de Laon, le gros vert de Laon est très réputé. Donc, oui, tout à fait. Bon, Laon, c'est un... c'est pas loin, c'est à 50 km d'ici. Oui, j'aurais dit une petite centaine. Non, 50 km. Un peu plus, allez, 80 peut-être. Et ils ont des champs de... On en voit certains de moins en moins, mais d'ailleurs dans les catalogues, le grand vert de Laon, ou même dans les jardineries, la graine de gros vert de Laon, on la trouve facilement. D'accord. Oui. Elle a été améliorée régulièrement, cette variété, mais elle existe toujours. Oui, donc... C'est un gros artichaut vert, qui est assez rustique, qui va bien dans notre région. D'accord. Donc moi j'en ai fait, oui, c'est bien. D'accord. Voilà, parce qu'au moins c'est un produit de la région déjà. Et c'est ce que j'allais dire, oui, c'est donc adapté. Parce qu'ici nous on a un climat, on va pas dire continental, mais plutôt semi-continental, parce qu'on a la mer qui est pas très loin. La Picardie n'est pas réputée pour des hivers chauds. Oui, aussi. Oui, il fait froid ici chez nous. Voilà. C'est vrai que... Donc on est en semi-continental. Et donc l'artichaut, il n'y a aucun souci. On peut en avoir sans problème. Donc ou semer, ou on fait de l'œilletonnage et on multiplie comme ça. Comme on le fait aussi avec les rhubarbes. C'est le moment de diviser les rhubarbes. Parce qu'on peut semer des rhubarbes, on peut acheter des graines de rhubarbe. Oui. Mais on peut aussi diviser un plant. C'est mieux ça, la diviser. Enfin, mais bon... Tout ça dépend. Alors, c'est un avantage, que déjà la rhubarbe est très longue pour la faire lever. C'est-à-dire, un plant qui va être semé cette année ne sera en petite production que l'année prochaine. En petite production. Ah oui. Et par contre, si vous prenez un gros plant que vous divisez en 4, vu la taille généralement d'un pied de rhubarbe, c'est vrai qu'il est assez important, le pied de rhubarbe. Oui. Par contre, il faut le couper bien franchement. L'idéal, ce serait presque un coupe-coupe. Un coupe-coupe. Oui, ça coupe franchement, nettement. Voilà, parce que plus la coupe est nette, mieux ça vaut. Là, c'est le moment de le faire, donc. Ouais, dès qu'il fera chaud. Dès qu'il fera froid. Oui. Voilà, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien de le faire, parce que semer, c'est aléatoire. C'est plus long. Non, c'est une plante, la rhubarbe, l'artichaut, c'est très aléatoire au niveau réussite. Voilà. Donc on va pouvoir, puisqu'on dit qu'on plante et qu'on sait, on va pouvoir planter aussi des fraisiers, on va pouvoir recommencer. Donc il y a ceux qui ont été plantés à l'automne, et qui sont déjà bien enracinés, qui vont bien produire. Oui. Il y a peut-être des gourmands, non pas encore. Pas encore, oui, c'est vrai. À la fin de l'été. Oui, c'est vrai. À la fin de l'été. Et par contre, les plantes de fraisiers qu'on va planter mars, avril maintenant, il faudra enlever les premières fleurs, sinon ça va épuiser le plant. Et il vaut mieux enlever les premières fleurs pour qu'ils produisent plus tard dans la saison. D'accord. Qu'il est temps de se mettre bien en racine, surtout. C'est très important. Alors les fraisiers, surtout, les paillés autour, ça évite, s'il pleut, sauf s'il fait en tunnel bien sûr, mais ça évite lorsqu'il pleut de salir les fruits. Et avec l'humidité, ils pourrissent en plus. La paille, c'est pratique. C'est vrai. Moi, sous la paille, je mets du fumier décomposé, ça enrichit. Aussi, voilà. Oui. En plus. Oui, mais c'est vrai que le paillage, c'est vrai que ça évite la pourriture. Oui, et puis la terre n'est pas nue, et puis ça nourrit, ça apporte du végétal à la terre, c'est très bien. Voilà. D'ailleurs, on va pouvoir commencer toutes les parties, puisque si on a paillé à l'automne, les vers de terre, la nature ayant fait son œuvre, généralement, tout ce qui est émis comme végétal sur le sol est plus ou moins intégré par le sol déjà. Donc on va pouvoir repailler certaines parties, tout ce qui va recevoir des poireaux, choux, courgettes, tomates, aubergines, toutes les plantes qui sont gourmandes en humus, on va pouvoir repailler maintenant. Mais là, il fait très froid. C'est-à-dire, si on met un paillage sur une terre très froide, elle va être très longue à chauffer. Oui. Donc il faut attendre qu'elle se réchauffe quand même. Et là, les vers de terre, comment ils se comportent là? Ils ont froid? Avec un paillage, ils sont protégés justement. Ah, d'accord. Oui, moi j'ai un paillage d'une année sur l'autre sans arrêt, donc il y a une vie sans problème, même microbienne qui est beaucoup moins ralentie qu'une terre nue. Parce que là, les terres nues, j'ai arraché mes dernières carottes de tilt j'ai fait ça samedi, je crois, oui, samedi matin, parce que je savais qu'il allait faire froid. Et donc la terre était gelée déjà sur 5-6 cm. Donc là, aujourd'hui, elle doit geler sur beaucoup plus de profondeur. Qu'est-ce que tu as arraché, les derniers? Les carottes de Tilk. Donc c'est les carottes d'hiver. C'est une carotte qui est originaire de la ville de Tilk, dans le nord. Moi, je l'aime bien. Alors, ça fait une grande racine, très longue, jusqu'à 30 cm sans problème. Oui.
Elle n'a pas beaucoup de cœur dur à l'intérieur. Elle passe l'hiver en terre sans problème. Je fais de la colmar aussi, mais je préfère celle-ci. La colmar a tendance à devenir très très grosse et être dure un peu en fin de saison. Oui, Voilà. il y a ça aussi Oui. qu'il faut. La carotte de tique, beaucoup moins. Comme a dit un copain, c'était Chauvin, ce qui était Viticigino, pas du tout. Je suis pas d'ici. Voilà. Et puis une autre qui va très très bien aussi, c'est la longue lisse de mots, qui passe facilement. Elles sont acclimatées, c'est tout. Hein, Oui, donc ce soir on mange de la soupe. Ah, j'avais parlé de recettes. Je parlais tiens. de recettes. Je parlais d'une recette qu'on a tout à l'heure. Donc tu vas intégrer ta carotte. Non, ça reste des pommes de terre. Parce que voilà. Que des pommes de terre, non, pommes de terre, carottes, et puis tu as certainement les poireaux. Oui, les poireaux, j'en ai rentré de la cave là parce que j'ai dit s'il gèle longtemps. Voilà. Il faut y aller à la pioche après. Oui, c'est vrai aussi. C'est très dur. J'ai rentré les poireaux, et les carottes. Hein, c'était ce qui restait en terre. Hein. Bon, les endives sont en cave, donc il n'y a pas de problème. Hein. Oui. Explique-nous tes endives. Alors c'est une culture très très longue. Parce qu'on sème en mai quand même. Généralement, en mai, donc les chicons, les racines, on commence à les forcer à partir d'octobre. Oui. Donc en cave. Alors il y a plusieurs techniques. Hein. Donc il y a les anciennes endives qu'on recouvre de la terre. Hein. Donc on met en pleine terre, on recouvre de la terre. Qu'on laisse en terre alors. Voilà, qu'on remettait en terre. Et il y a celles hors sol. C'est-à-dire c'est des variétés qui ont été améliorées, qui sont peut-être plus homogènes. C'est-à-dire que le chicon est plus... Parce que les vieilles variétés, il y en a des gros, des petits. Oui. Moi, ça me gêne pas. C'est comme ça. C'est pas amer. Il y a une petite amertume que j'aime bien, moi. D'accord. Oui, mais les enfants n'aiment pas trop l'endive. Hein. C'est vrai que c'est dur. Hein. Une endive ça dépend. roulée dans du jambon blanc ou un bon jambon même de campagne. Tout ça dépend. Avec une béchamel. Ah oui. C'est très très bon. Tout ça. Et c'est facile à faire en plus. Oui, c'est vrai. C'est pas long, c'est facile à faire. Donc là, alors tes endives, elles sont. Les endives, c'est à la cave. Parce qu'il fait noir, d'une part, la température est constante. Oui. C'est quand même mieux. Oui. Mais c'est une culture qui est longue. Ça vaut le coup de le faire. Hein. C'est vrai. Oui. Oui. Mais au moins, tu sais ce que tu manges. Oui, parce que bon, les endives, la plus grosse partie commercialisée sont faites hors sol. Elles sont cultivées, donc les racines sont faites sont semées, bien sûr. Ensuite, on les arrache. Elles sont calibrées, coupées une certaine longueur. Elles sont mises dans des caisses en plastique et elles vivent dans d'engrais liquides. Elles sont dans des grands hangars qui sont à une température donnée. Je crois que normalement, environ en 3 semaines, vous avez une endive. Bonne à consommer. Et c'est ce qu'on a, c'est de l'endive hors sol. Cet effet, c'est toujours pareil, c'est au nom de la rentabilité et puis d'avoir un produit pas trop cher non plus. Hein, c'est un choix. Hein. On trouve des endives de pleine terre vers Chauny, il y a encore un producteur qui fait de l'endive de pleine terre. Ah oui. Ouais. Alors toi, ton endive chez toi, dans l'endroit où tu les as mis, combien de temps? Alors moi, je les ai mises, j'en ai mis fin octobre. Donc j'ai une cave endive, parce que la maison avait une cave endive, donc c'est très bien. Donc il y a une cave qui est moins haute que l'autre, qui est plus enterrée, donc qui est moins sujette aux variations de température, qui est complètement mort. Il y a un seul regard pour l'aération, donc elle est beaucoup plus sombre que les autres. Donc j'ai fait moi comme un carré sauf en plus grand, donc j'ai 40 cm de terre. Oui. Elles sont plantées dedans et elles sont recouvertes avec de la paille qui est hachée. Et dessus un plastique. J'ai fait un essai d'ailleurs pas très concluant. J'ai dit tiens, plutôt que de mettre du plastique, je vais mettre un couvrant à base d'amidon. Ah. C'est plus écologique, sauf que c'est un défaut. Ça tient pas bien longtemps l'humidité. Mais c'est bien Pascal. Au moins tu fais l'expérience pour nous. Oui, je trouve que c'est bien ça. Ah non, j'ai un voisin qui fait de l'ensilage, pardon, l'agriculteur. Quand il débâche, il le roule, le jette, donc il m'en donne quelques morceaux, je couvre avec une deuxième vie toujours, le produit, et donc je couvre avec. Ça c'est pour l'hygrométrie, parce que l'endive a besoin de beaucoup d'hygrométrie et de température constante. Oui. Donc on parle de 16 degrés environ, 16 degrés minimum. Effectivement, et par contre, l'endive pousse sans arrêt, ce qui fait qu'en fin de saison, c'est très grosse endive. Voilà. D'accord. Alors là, tu dis que tu l'as mis octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça fait 4 mois. Là, c'est la fin, c'est fini maintenant. Alors, tu les coupes tous les jours? Comment tu... Ah non, à la demande, tu en as besoin. D'accord. Donc tu y vas, tes endives, elles sont grandes. Oui, c'est un gros truc. Ah oui, quand même. Oui. C'est à la cave. Et elles sont bien serrées et tout. Oui. Ah, ça c'est bien ça. Tu manges de l'endive. Oui, moi je l'endive. Donc 4 mois, tu manges de l'endive. À partir du mois d'octobre, les mettre dans un endroit. Les premières, c'est novembre. Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Mais il y a des années, c'est pareil, puisque je ne traite pas, des années où les racines sont attaquées par des petits insectes, tout ça, c'est... Voilà. Alors, par contre, le fait de les faire dans une cave, elles peuvent être attaquées par ce qu'on appelle la pourriture du collet. Alors, il y a un système, c'est de broyer du charbon de bois
faire de la poudre de journaux de bois, puis remettre un peu dessus. Ou de la cendre, non? Non, de la cendre de bois, non? Ouais. J'ai jamais essayé, mais du charbon. Oui, du charbon. Quand on les coupe, avant qu'elles poussent. Okay. Ça assèche et ça empêche la pourriture grise. D'ailleurs, comme sur des semis, pour éviter la pourriture du semis, on met de la poudre de charbon dessus. On peut. Ça marche très bien. Bon, voilà. C'est bien. Cultive ta rue, c'est l'association de Pascal Antini. C'est pas la mienne, c'est... Non, disons que c'est l'association je l'ai créée. Voilà. Alors, on reçoit des mails ou des courriers, des gens nous écrivent ou même téléphone en demandant à ce qu'on l'ouvre sur l'extérieur. On va peut-être le faire. Qu'est-ce que tu appelles ouvrir sur l'extérieur? Des gens qui, comme Radio Pisalène, qui est membre. Oui. On a un partenariat moral, mais donc il y a des jardiniers qui voudraient faire partie parce que c'est une certaine aventure et puis ils veulent participer à cette aventure-là. Alors quelque part, c'est difficile de dire non à des personnes qui sont des personnes de bonne volonté qui veulent faire quelque chose. Ou comme donc cette dame qui hier nous posait plein de questions depuis 2 jours sur la culture, c'est autre, qui dit moi je fais ça avec mes enfants, je fais ça avec mes élèves. Là, on peut pas dire non, là. C'est difficile. Oui, c'est vrai. On est en train on va étudier donc comment on peut faire, parce que on doit se protéger de notre côté d'une part. Bien sûr. Et puis il faut aussi que ça apporte quelque chose aux sociétaires, aux adhérents. Donc il y a plusieurs formes. Et puis jusqu'à comment les impliquer. Est-ce que ces personnes-là, lorsqu'on fait une exposition, vont venir sur l'exposition? Est-ce que donc on va voir ça, on va y réfléchir tranquillement. C'est un gros progrès. Parce que quand j'ai commencé il y a 30 ans, j'étais tout seul. Jusqu'à il y a 5 ans, j'étais tout seul encore. Donc je suis resté 27 ans tout seul. Et puis, on était 2, on était 3, on était 4, on est 5 maintenant. Donc le site, effectivement, on en a parlé, donc on a carrément un professionnel qui le fait vivre. Parce que un site, finalement, ça se voit pas, c'est une énorme machinerie. Aussi bien technologique, l'informatique, j'y connais rien du tout, c'est pas du tout mon domaine. Autant Benjamin, lui, est informaticien et biologiste, donc il n'y a pas de problème. Mais après, à un certain niveau, il faut vraiment avoir un professionnel, il faut un doctorat, cette personne a un doctorat en informatique, et puis surtout, il faut connaître les lois. Parce qu'on ne crée pas un site comme ça, il y a des lois, les hébergeurs nous imposent des normes, ce qui est logique d'ailleurs, c'est très bien, il faut pas, je suis tout à fait pour, c'est encadré. Et donc c'est pareil, l'association, on va voir comment on peut faire pour faire participer les personnes qui ont envie de participer, qui ont envie de donner un patrimoine à leurs enfants, à leurs petits-enfants, ou même aux amis, aux voisins. Donc pourquoi pas, nous sommes ouverts à tout. À réfléchir alors. Oui, déjà le fait avant, jusqu'à l'an dernier, donc il n'y avait aucune semence qui était vendue. On a eu tellement, on nous disait, mais vous donnez faim, vous donnez l'envie, vous faites baver et vous vendez pas. Donc oui, effectivement, c'était vrai. Donc on donnait, donc ça avait un coût. On échangeait, peu importe. Et puis c'est vrai qu'il y a eu ce qui nous a vraiment décidé, c'est Madame Ducurel à Saint-Jean-de-Borgard, qui a dit mais il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas faire baver continuellement les gens sans. Donc voilà. Et puis il y a eu des avatars qui a fait qu'on a dit bon d'accord. Okay. Donc moi j'ai dit oui. Benjamin me poussé énormément à le faire. C'est vrai que c'est dur quand même parce que se retrouver tout seul et puis se demander un petit peu qu'est-ce qui va se passer, un petit peu c'est ça. Il faut être quand même rassuré parce que moi je dis c'est vrai que Cultive ta rue, c'est quand même toi qui as débuté dans les débuts, et t'en étais à 1600 variétés. Alors le plus que j'ai cultivé c'est 1134 la même année. Et c'est énorme. En banque ou en Grénothèque, à titre personnel, je dois avoir dans les plus de 3000 variétés maintenant, parce que j'étais à 2700, maintenant je suis à plus de 3000. Combien, je ne sais pas. 3000 variétés de pieds de tomates, 3000 variétés. Et donc avec les amis, on n'a pas recensé, mais on est au-dessus de 5000. Donc, c'est vrai que c'est assez, c'est à toi, t'as 3000 pieds de tomates, alors maintenant, c'est vrai que c'est bien d'avoir évolué un petit peu. Oui, donc il fallait d'une façon ou d'une autre essayer de... D'ailleurs, on était très surpris, puisque lorsqu'on a fait le site, je t'en parlais hors antenne avant l'émission, 40% de nos ventes se font sur l'URSS, sur la Russie. On est connu là-bas, mais on me l'avait dit. Alors pourquoi la Russie? C'est parce qu'il y a d'énormes, contrairement à ce qu'on peut penser au niveau culture de tomates, ils sont très en pointe. Ils ont une diversité qui est énorme
Et ils ont surtout des collectionneurs et des collectionneuses. Et la famille Kilenko, par exemple, ils en sont la 3e génération de collectionneurs. Maintenant, c'est une petite fille qui est là, qui est une personne qui est fabuleuse, qui est professionnelle et collectionneur. Donc on est en contact et autres. Je pense qu'étant en contact avec ces gens-là, ils parlent de nous autour d'eux, ils ont parlé et donc on se rend compte qu'il y a des jardiniers qui nous contactent et on dit 40% de nos ventes se font en Russie et on fait plus de 60% de nos ventes à l'étranger. États-Unis, hier on a des commandes pour le Kazakhstan par exemple. C'est comme ça, c'était imprévisible. Jamais j'aurais parié là-dessus. Voilà, c'est tout. Et c'est bien parce qu'on se rend compte, en plus, les jardiniers, il y a un système où on peut rechercher par nom sur le site ou autre, ou par couleur, ou par pays, ou par forme. Et donc, les jardiniers passionnés recherchent quelque chose de bien précis, vont sur le site, ils posent une question, ils mettent un nom. Oui. Et donc, après, nous, on a un descriptif en face, on a ou on n'a pas les semences, mais ils regardent autre chose, de toute façon. Et donc, on se rend compte, effectivement, notamment, on envoie des tomates, des graines de semences russes en Russie. Parce qu'ils n'arrivent plus à les trouver, eux. D'accord. Et nous, on les a sauvegardés, on les a. C'est bien, c'est chouette, ça. Voilà. C'est un bon échange. Voilà, c'est un bon échange. Donc, les collectionneurs ou professionnels, ça, c'est entre nous, donc c'est un échange. Voilà, c'est comme ça marche comme ça. Oui. Et on se rend compte qu'il y a des tas de jardiniers, même en Russie, en Lituanie, en Lettonie, on a beaucoup de commandes aussi. Et ce sont beaucoup de jardinières, notamment, beaucoup de femmes, qui jardinent dans ces pays-là. Et donc, ils veulent retourner aux sources. D'accord. Donc voilà, mais c'est bien. Donc on a suscité l'envie, et ça c'est génial. Donc il fallait partager effectivement. Mais avant d'ouvrir ce site, on ne pouvait pas savoir si ça allait marcher. Non, on ne pouvait pas connaître qu'il y avait une telle demande. Ah oui. On le voyait sur disposition, mais donc parce qu'on voyait des gens à Bruxelles notamment, on a vu 2 jeunes filles qui étaient venues de Moscou pour nous dire bonjour et nous rencontrer. C'est bien, oui, ça fait plaisir. Mais on s'est dit, c'est 2 passionnés. On a dit, de Moscou, on a une Colombienne qui est venue nous voir, venir à Bruxelles, de Colombie, pour voir 3 ou 4 mecs qui cultivent des tomates, il faut vouloir. Oui, c'est vrai. Mais non, on se rend compte qu'il y a ces gens-là donc parlent de nous, et il y a tout un réseau, et donc après, des jardiniers s'adressent à nous en disant, voilà, on sait que vous existez par un tel, par une telle, et que vous avez certainement telle variété, ce qu'on nous l'a dit. Ah ouais. Et c'est passionnant ça, parce que donc il y a des variétés on envoie aux États-Unis des variétés qui viennent de là-bas, qui ont disparu, ou notamment, je parlais de variétés qui sont pratiquement connues. Pourquoi ça a disparu? C'est parce que les anciens n'ont pas pu garder, il n'y a pas de continuité. C'est comme en France, comme ailleurs. Il faut bien savoir qu'en 50 ans, on a perdu 75% de la diversité. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Vous allez dans un pays donc notamment l'Arménie, où eux c'est plus de 80%, la Moldavie, où donc on est en train on va voir un échange, on va leur redonner des semences en avril, puisqu'on ne peut pas les envoyer, puisque si on les envoie, on va mettre 250 € de taxes sur une enveloppe de semences au pays, ce qui représente plus d'un mois de salaire. Un moyen là-bas, un salaire moyen c'est 220 €, donc on ne peut pas. Une personne vient à Bruxelles au mois d'avril, donc on va monter à Bruxelles, lui remettre les graines pour qu'elles s'emmènent là-bas. Donc il n'y aura pas de taxe, parce on peut les faire entrer, mais si ça arrive par courrier, il y a une taxe de 250 €. C'est énorme. C'est énorme pour eux. C'est énorme pour eux. Même pour nous en France, c'est déjà. C'est pas mal déjà, 250 €. Et donc on se rend compte, ces pays-là, comme partout, les semenciers leur ont vendu des hybrides F1. Oui. C'est comme ça, donc on n'est pas les seuls à faire ça. En Belgique, j'ai des amis, je pense à Jean-Michel Roufiange, ou des gens comme Michel Loos ou Nani, sa compagne, qui sont des collectionneurs et qui remettent dans le circuit des variétés qui ont pratiquement disparu ou disparu. Notamment en parlant de Russie, on a une qui s'appelle Linnaeus. Linnaeus porte le nom d'un généticien qui a écrit le premier article sur généticien. À l'époque, on ne disait pas comme ça. C'était un chercheur sur les plantes. C'était en 1600 quelque chose, qui a écrit un article sur les tomates. C'est le premier qui l'a fait, donc en 1672, si mes souvenirs sont bons. Et donc, il y a une tomate russe qui porte ce nom-là. On a réussi par une collectionneuse à avoir une graine, Oui. On l'a cultivée, elle est magnifique, elle est en forme de cœur, c'est une cordiforme, elle est rouge framboise avec des épaules noires. Elle est magnifique, elle est bonne. On l'a remultipliée, et maintenant on envoie des graines en Russie pour qu'à leur tour ils puissent la réimplanter. D'accord. Et je peux vous dire que la Russie, avec les autorités, nous n'avons aucun problème. On envoie des courriers qui arrivent, on est suivi, on n'a aucun problème, il n'y a rien intercepté. On cache rien, on a un site qui est officiel. Bien sûr, oui, c'est ça aussi. Faut pas tricher de toute façon. Non. Voilà, la base c'est ne pas tricher. Et donc on a ce plaisir de voir
que ces gens se réapproprient quelque chose qui était pratiquement perdu. Qui était à eux. Voilà. Ah oui, c'est beau là. Là, c'est joli. Il y en oui. a plein. Il y a des variétés, notamment il y a des variétés françaises qui ont pratiquement disparu. Il y en a une qui s'appelle la Versailles. Je n'arrivais pas à la trouver en France. C'est un collectionneur belge qui me l'a donné. D'accord. Alors Pascal, justement, pendant qu'on y est, est-ce qu'il y a peut-être un appel à lancer à l'antenne de Radio Puisalène, justement pour peut-être retrouver des variétés qui ont disparu comme ça et... Il y en a tellement. Oui. La liste serait beaucoup trop longue, malheureusement. C'est vrai. Oui, malheureusement. Et on a eu assez récemment 2 contacts, 2 personnes. Alors il y en a un carrément qui a écrit qui a envoyé une dizaine de graines, m'a dit voilà, c'est quelque chose qui est cultivé en famille depuis X années, avec le nom du village, le nom de la famille. Effectivement, on connaît. Je sais qu'elle existe, mais je ne sais pas ce qu'elle est en réalité. On va voir. D'accord. Et on a aussi une autre personne qui nous a écrit un très très long courrier en expliquant ce qui se passait dans cette famille depuis des années, qu'une variété de tomates et que le grand-père faisait, l'arrière-grand-père faisait. Et donc en demandant si on veut bien justement essayer de la protéger. Alors, justement, pourquoi sur votre site, vous ne faites pas une liste justement de toutes les tomates qui vous manquent? C'est trop long. Ah d'accord. C'est trop long. Puisque donc, il y a Cultive ta rue et il y a un autre site, enfin c'est pas un autre site, une autre association, Oui. Tomatophile International, Oui. dont je suis vice-président au niveau mondial. Donc là, c'est un niveau beaucoup plus de recherche, notamment. Et là, c'est Bruno Fournier du Var qui s'y est collé. Il a recensé plus de 36 000 variétés de tomates, qui sont toutes recensées. Hein. Il y a un fichier avec leur nom, qui l'a créé, la couleur, tout. Donc, oui, on n'a pas fini alors avec la tomate. Ah oui, nous n'aurons jamais fini. Et c'est ça qui est génial. On n'aura jamais fini. Ah, je pensais pas que c'était aussi important que ça. Parce qu'il y en a d'autres qui sont créées sans arrêt. Notamment, moi, j'en ai créé une par accident il y a quelques années. Je l'ai pas continué, je l'ai arrêté. J'ai des semences. Oui. Je sais qu'il y a les cultivées par quelques collectionneurs parce que leur plaît. Moi, je la trouve pas terrible, ou parce qu'il y a aussi la beauté, elle n'a pas donné ce que je voulais. Donc, puisque cette lignée-là ne m'intéressait pas spécialement, donc voilà, en fait, c'est une dissidente d'une variété qui a été faite par Tom Wagner, un Américain, qui est apparu chez moi spontanément. Bon, peu importe, je l'ai faite 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, j'ai trouvé mieux, j'ai fait une autre lignée, et donc j'ai des semences, mais qui dit que dans 20 ans, je n'aurais pas perdu les semences, ou... oui, il y a quelqu'un qui te demandera, ou alors, oui, d'accord. Et donc, notamment, il y a 2 collectionneurs belges qui la font tous les ans. Je le sais, parce que j'ai les photos, je les vois, et donc c'est eux qui la font vivre. Moi, ça me suffit, c'est très bien. Ah oui. Parce que je sais que ces gens-là sont des passionnés qui vont la distribuer. La faire, oui. Voilà. Bon, cette année, donc à Saint-Borgard, on a baptisé 2 tomates, Emalia, donc qui a été créée à Kierzy, et un autre, c'est domaine Saint-Jean-de-Borgard, parce que la comtesse a accepté qu'elle se baptise à ce nom de ce domaine. Je crois qu'actuellement, elle est déjà dans 28 pays. Elle a été baptisée en septembre, elle sera cultivée cette année dans 28 pays déjà. Ah oui, c'est énorme ça. Voilà, parce qu'on l'a demandé, elle est partie, on a échangé avec des collectionneurs, l'association l'a vendu aussi, et c'est ça qui est génial. Bien sûr, bah oui, le but c'est ça. Parce que ce sont des semences libres, c'est des semences qui ne sont pas, il n'y a pas de royalties dessus. Oui. Donc c'est ça qui est bien. Mais il y en a des milliers. Et je suis sûr que même les 36 000, plus de 30 000 qu'a recensé Bruno, je suis sûr qu'il y en a encore d'autres qu'on a complètement oubliés, on est passé à côté, ou un jour un type, moi j'ai ça. C'est ça qui est fabuleux. Et donc on reçoit assez récemment 2 courriers comme ça où des gens disent voilà, mais moi j'ai ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc les personnes donnent quand même des renseignements. Oui. Et donc il y a un monsieur qui nous demande voulez-vous la faire connaître parce que j'aimerais au nom de mon grand-père. On va le faire. Maintenant. C'est du travail aussi, hein, ça. C'est de la recherche un petit peu. Hein. Là c'est les personnes qui le font pour nous, c'est génial. Oui, ça c'est bien aussi. Mais il y a cet échange, c'est un échange et puis. C'est ça, c'est l'échange partage, partage, le faire connaître. Oui. Ou même il y a des personnes qui envoient un mail ou qui téléphonent, parce que c'est facile de trouver un téléphone maintenant avec les méthodes d'internet. Voilà, j'aimerais bien avoir telle variété de tomates. J'ai pas de tomates à vous donner, par contre j'ai une laitue voilà, donc notamment j'ai une personne qui est venue. Oui, parce qu'elle est venue me rencontrer, une Suissesse, une amie, qui a des salades de vieilles variétés suisses introuvables en France. Donc moi je lui ai donné des graines de tomates, elle m'a donné des semences de salade introuvables, de vieilles variétés.
Voilà, donc c'est un échange. Ah Et ce qui compte, c'est que la diversité vive. Et ça, c'est important. D'où l'intérêt de fêtes comme il y a eu à Coucy, comme on fait aussi à Recours-Saint-Martin. Oui. Il faut garder tout ça, il faut les garder c'est un patrimoine. Et justement, j'en parlais avec Philippe, on a eu une proposition qui émane de la ville de Paris, mais je peux pas en dire plus. Sur le coup, ça m'a paru un peu énorme. Et de faire une fête avec nos tomates le jour du patrimoine, la fête du patrimoine. Ah, c'est une bonne idée. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est vrai, c'est énormément de travail. Non, surtout, on ne peut pas être partout. Oui, c'est vrai. On ne peut pas. Il faut choisir. Les week-ends, il n'y en a qu'un par semaine. Oui. pour caser les fêtes. Et puis. Alors, justement, c'est vrai que là, vous allez garder lesquels qui fonctionnent comme fêtes. Bruxelles. Oui. Donc ça c'est clair. À Bruxelles on fait. À Verskark, qui est nord de la France, c'est une fête. En France, c'est très connu. Et pourquoi? C'est pas des gens qui viennent très loin, même de l'étranger, viennent à cette fête. C'est une fête très familiale, qui est extraordinaire. C'est Bertrand Trinel et son équipe. Ils sont, je crois, plus de 800 bénévoles quand même pour monter cette fête. Ah oui, c'est une grosse machinerie. Et c'est que sur la tomate ou c'est que sur les légumes? Sur tous les légumes anciens. Les légumes oubliés. Des légumes oubliés, ou même des personnes. Il y a un apiculteur qui vient avec ses anciennes méthodes. Il y a, c'est bien ça. Vous avez le producteur d'ail fumé qui vient avec ses vieilles méthodes. On a fumé à la tourbe. C'est des gens qui ont des choses à dire, à montrer. Il faut garder ça. À faire découvrir, c'est fabuleux. Oui. Donc ça, on va garder aussi. Oui. Saint-Jean-de-Bourgard, ça aussi, on le garde. Mon cœur est là-bas. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose de. Je pense que cette fête nous apporte la dimension qu'on ne connaissait pas. D'accord. Voilà, c'est fabuleux. Franchement, il y a un public qui. Quand on voit, il y a un monsieur qui est venu d'Autriche qui savait qu'on allait exposer, il me posait la question telle variété de tomates, le type est venu chez 5 graines d'Autriche. C'est beau. Oui. Le monsieur dit, moi je les veux, j'aimerais vous rencontrer. Plutôt que je ne vois pas quoi, j'aimerais vous rencontrer. Le mec est venu, il a visité il est resté 3 jours à Paris, c'est très bien. Il est reparti avec ses graines de tomates. Bon, puis d'autres, à Saint-Bourgard, on est les seigneurs des tomates, mais il y a tellement de végétaux extraordinaires. Nous, on a rencontré un jeune qui recherche des végétaux, qui recherche des plantes dans le monde entier. Donc, d'ailleurs, je lui ai acheté un assiminier. C'est une plante, ça fait des fruits, ça fait un assiminier. Le fruit est un mi-chemin entre la mangue et l'avocat. Ah, ça doit être bon, ça. C'est très beau, c'est très bon, parce que j'ai goûté sur place, il y en avait. Donc, d'ailleurs, dans l'équipe, on a tous pris un plan, parce que ça pousse bien partout, parce que c'est originaire d'Amérique du Nord. Et voilà, on trouve des passionnés comme ça. À côté de ça, il y avait une jeune femme qui venait du sud de la France, qui présentait des choses improbables. Et donc, on s'est retrouvés là, et puis, c'est génial. Et puis après, on va continuer à faire du local, donc comme Coucy, Château, ou autour, parce que c'est une fête qui change toutes les ans d'après ce que j'ai entendu. Oui, voilà. Aussi, c'est pas mal aussi, ça. Et donc, c'est avec l'équipe du sel gabonais et autres. Donc ça, c'est génial, qui était venu à l'émission. Oui, on les avait reçus ici à Radio Pisalène. Et puis, Recours Saint-Martin avec l'équipe de la ferme de la Genevois, ce sont des gens extraordinaires. Sébastien et sa mère sont des gens authentiques, qui ont des choses à dire, qui font depuis 30 ans des choses avec la nature. Et ça, c'est ce qu'il faut garder. Oui, c'est ce qu'il faut garder. Et puis, sans aller très loin, parce qu'on a évité d'aller très très loin, c'est pas facile, parce que c'est une logistique, d'une part. Et puis, je me rends compte, par exemple, sur les semences de tomates, lorsqu'on a 10 demandes de Russie, on en a une de laine. Ah oui. Donc, on est moins connus autour de chez nous qu'en Russie. Voilà, c'est à nous de faire l'effort, d'aller vers les jardiniers, vers le public, et puis voilà. Alors, Pascal, je pense que le mot de la fin, je vais te le donner rapidement, mais bon. Faites de beaux semis, allez-y, avec le soleil au mois de mars. Oui. Vous pourrez commencer à mettre des pommes de terre pour ceux qui l'ont pas encore fait, mais là, il fallait pas le faire surtout. Oui, il faut attendre un petit peu. On voit partout en vente les pommes de terre, mais il est un peu tôt. On dit bien qu'on les plante lorsque il a fleuri. Alors, Pascal, donc, on se revoit forcément à la fin du mois de mars. C'est le 27 mars. Ah ben voilà.
Eh ben, mes semis de tomates seront faits. Alors, oui, alors prenez note sur vos agendas. Donc, le 27 mars, ici à Radio Puisalène, avec Pascal Antini. Et puis, Pascal Antini avec son association, enfin l'association Cultive ta rue. Plein de choses à faire, plein de choses à dire. Bonjour à Benjamin, on lui fait un gros bisou. Aussi à tous ceux qui nous écoutent. Merci à toi, Pascal. C'est moi qui te remercie, Radio Puisalène, toi et toute l'équipe, parce que vous nous donnez l'occasion d'essaimer le monde avec ce qu'on fait. Et oui. Ça n'a pas de prix. Et il y a plein de choses à faire et plein de choses à dire aussi. Voilà. Merci Justine. Bonne écoute sur l'antenne de Radio Puisalène. Donc on va se quitter avec Serge Lama, avec un jardin sur la terre. Bon après-midi à tous. Au revoir à toutes et à tous.